Un projet qui était autrefois plein d'espoir est-il aujourd'hui au bord du gouffre? C'est en tout cas le diagnostic choc d'une analyse récente sur l'Union européenne. Ensemble, on va explorer cette idée qui est assez provocatrice. Est-ce qu'on assiste au chant du cygne de l'Europe? L'analyse qui va nous guider aujourd'hui, elle vient d'un article d'Éric Juyot pour le média Élucide et sa thèse, elle est vraiment sans concession. Pour lui, face aux crises, l'UE ne fait pas que tanguer, non. Elle montrerait les signes d'un déclin qui serait terminal, piégé entre ses propres illusions et une sorte de dérive géopolitique. Du coup, la grande question qui se pose, c'est celle-ci. Ce grand projet européen, qui a été conçu pour une autre époque, est-il simplement en crise passagère ou est-ce qu'on assiste en fait à un déclin qui serait devenu irréversible ? Alors, pour bien comprendre ce diagnostic, on va se pencher sur 3 symptômes qui sont assez révélateurs. D'abord, le péril de l'élargissement. Ensuite, la stratégie qu'on pourrait qualifier de l'Allemagne d'abord. Puis, la question explosive des avoirs russes. Et enfin, on verra comment l'auteur relie tout ça dans une théorie globale sur une UE qui serait, hors du temps. Allez, premier symptôme de cette fuite en avant, selon l'auteur, cette espèce d'obsession de l'élargissement. Et c'est justement là qu'on trouve le premier grand paradoxe soulevé par l'article. Comment est-ce qu'une chose qui a l'air d'être un signe de force, s'agrandir, devenir plus grand, pourrait en fait être le chemin le plus court vers un effondrement? Pour l'auteur, les mots sont très forts. Il parle, et je cite, d'une fuite en avant mortifère. L'image, c'est celle d'une course un peu effrénée, sans but précis, sans stratégie, juste pour donner l'illusion qu'on avance encore. Mais concrètement, le danger, il est où? Eh bien d'abord, l'ingouvernabilité. Il faut imaginer prendre une décision à l'unanimité à 29, 31 ou même plus. C'est quasi impossible. Ensuite, l'intégration. Qui veut encore d'un approfondissement de l'Union après le traumatisme des référendums de 2005? Et puis enfin, la division. Plus l'Union s'élargit, plus elle devient hétérogène, avec le risque d'intégrer des chevaux de Troie qui seraient au service d'autres puissances. Bon, si l'élargissement menace l'Union de l'extérieur, il y a une autre contradiction qui, elle, la mine de l'intérieur. Et elle nous vient du cœur économique de l'Europe, l'Allemagne. Pour bien comprendre de quoi on parle, il faut remettre un peu de contexte. Privée du gaz russe bon marché, qui était un pilier de son industrie, l'Allemagne a dû réagir vite. Sa solution? Mettre des milliards d'euros de subventions pour protéger ses entreprises de la flambée des prix de l'électricité. Et c'est là que le bât blesse. D'un côté, on a le dogme européen, le principe sacro-saint, un marché unique où la concurrence doit être libre et non faussée. Et de l'autre, on a la réalité, Berlin qui avantage massivement ses propres entreprises et qui fait voler en éclats ce principe fondateur. Et attention, selon l'auteur, ce n'est pas juste un accident de parcours, il y voit un écho à la politique de modération salariale que l'Allemagne a menée il y a 20 ans. Une stratégie non coopérative, comme disaient poliment les économistes à l'époque, qui prouvait déjà que pour Berlin, l'intérêt national prime souvent sur la solidarité européenne. Ce qui nous amène au 3e exemple, et d'après l'auteur, c'est peut-être le plus dangereux de tous, la proposition de saisir les avoirs russes qui ont été gelés. Là, on parle de chiffres qui donnent le vertige. 200 milliards d'euros d'actifs russes gelés que la Commission européenne voudrait confisquer pour aider à financer l'Ukraine. Le paradoxe est total. Pour défendre un ordre international fondé sur des règles, l'Union européenne serait-elle prête à violer l'un de ses propres principes les plus sacrés, à savoir le droit de propriété ? Sur ce point, le verdict de l'auteur est sans appel, vraiment sans concession. Il qualifie cette proposition de, je cite, « vol pur et simple » qu'aucune argutie juridique ne pourrait, selon lui, dissimuler ou justifier. Alors, si l'Union franchit cette ligne rouge, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les conséquences prédites par l'auteur sont cataclysmiques. Sur le plan géopolitique, une escalade avec la Russie et une méfiance du reste du monde. Sur le plan financier, la fin du mythe de l'Europe comme refuge sûr pour les capitaux. Et enfin, sur le plan idéologique, ce serait une autodestruction. Comment se prétendre garant de l'état de droit quand on le bafoue soi-même? Mais alors, comment est-ce que ces 3 dossiers, qui ont l'air assez distincts, sont-ils liés? C'est ce qui nous amène à la théorie unificatrice de l'auteur, qui tente d'expliquer la cause profonde de toutes ces dérives. La clé de tout, selon l'article, tient en un seul mot, le présentisme. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, il faut imaginer une société qui ne regarde plus ni dans son rétroviseur, ni vers l'horizon. Une société qui est obsédée par l'instant présent, incapable de tirer les leçons du passé ou de construire pour l'avenir. Dans un monde comme ça, les grands projets à long terme, ça devient tout simplement impossible. Et c'est là que tout se joue. L'Union européenne, c'est un projet du passé, un train qui a été lancé à une époque où l'on croyait encore à une destination. Mais aujourd'hui, ce train roule dans le désert du présentisme, un environnement devenu stérile qui ne lui offre plus ni les rails ni le carburant pour avancer. Et voilà comment la boucle est bouclée. Dans ce monde qui ne se projette plus, l'élargissement n'est plus un vrai projet, c'est une sorte de gesticulation.
Ce n'est plus la preuve d'une vitalité, mais l'agitation d'un corps qui refuse peut-être d'admettre qu'il est arrivé au bout de son chemin. Alors, la question finale demeure, et elle est plus vive que jamais. Toutes ces crises, ces contradictions, est-ce que ce ne sont que des turbulences passagères sur la route du projet européen? Ou bien, comme le suggère cette analyse, est-ce qu'on est les témoins directs des dernières notes, à la fois magnifiques et tragiques, du chant du cygne de l'Europe?